Lorsque la Russie a envahi en 2022, l'Ukraine ne pensait pas à la victoire, elle se concentrait uniquement sur sa survie. En fait, l'idée même que l'Ukraine puisse gagner une guerre contre la Russie aurait semblé absurde à l'époque. Mais les temps ont changé. L'Ukraine est devenue bien plus forte que quiconque aurait pu l'imaginer. La Russie, autrefois puissante, s'est montrée plus incompétente que prévu, rendant une victoire ukrainienne désormais probable plutôt que fantaisiste. De plus, Kiev a un plan pour gagner cette guerre dès 2026. C'est un plan en 2 parties avec 2 objectifs principaux. Le premier est la survie. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre si elle n'y participe pas. Elle doit pouvoir survivre assez longtemps pour organiser ses offensives et infliger les dégâts nécessaires pour forcer le Kremlin à céder. Pour cela, elle doit s'assurer de pouvoir continuer à résister aux immenses attaques aériennes de la Russie, impliquant des centaines de drones et des dizaines de missiles, tirés sur la nation presque chaque nuit. À mesure que la production de drones de la Russie s'accélère, ces attaques ne feront que s'intensifier, et la Russie est déjà capable de lancer des essaims et des salves qui seraient 10 fois plus importants que ceux des années précédentes. Même avec ses défenses aériennes extraordinaires, capables d'abattre jusqu'à 80 drones russes de façon régulière, l'Ukraine n'est tout simplement pas en mesure de tous les arrêter. Certains finiront inévitablement par trouver un moyen de passer à travers et de frapper leurs cibles. Et ces derniers temps, ces cibles incluent principalement des infrastructures énergétiques ukrainiennes importantes. Comme l'Ukraine a visé les infrastructures pétrolières russes avec drones et missiles, le Kremlin a tenté une stratégie similaire. En coupant chauffage et électricité à de nombreux foyers et industries, ces attaques ont eu un impact majeur. L'Ukraine a perdu environ 60% de sa capacité de production de gaz naturel, ce qui a augmenté ses factures d'importation d'énergie. Les entreprises énergétiques privées subissent aussi la pression des attaques russes. Les installations, auparavant visées par quelques drones en 2023 et 2024, subissent désormais plus d'attaques et des dégâts accrus. Cela demande plus de temps, d'argent et de ressources pour réparer. Mais l'Ukraine a mis en place plusieurs plans pour y faire face, comme l'a révélé son président, Volodymyr Zelensky, en octobre 2025. Nous avons un plan A et un plan B. Selon le plan B, en cas d'attaque massive sur les infrastructures gazières, par exemple. Nous comprenons que nous avons des importations, alors nous connaissons le volume et le coût des importations nécessaires. Voici le plan B. Le plan A repose sur notre propre production. Dans le plan B, nous savons aussi où trouver l'argent nécessaire. Le plan A de l'Ukraine s'appuie sur des systèmes de secours et dispositifs de sécurité pour garantir l'alimentation électrique, même en cas d'attaque d'infrastructures clés. Par exemple, DTEK, qui est le plus grand investisseur privé dans l'énergie en Ukraine, a mis en place plusieurs installations d'alimentation électrique d'urgence, à des endroits stratégiques, à travers le pays, y compris une près de Kiev. Chacune de ces installations est composée de dizaines de cubes de stockage de batteries de 8 pieds de haut et de 25 mètres, offrant une capacité totale de 200 MW, soit environ la moitié de celle d'un réacteur nucléaire. Si une attaque russe endommage le réseau électrique, ces installations peuvent être activées en quelques millisecondes. Pour compenser les pertes et maintenir le réseau, DTEK investit aussi massivement dans les énergies renouvelables. Mi-2022, voyant que la Russie visait les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ses responsables ont repris la construction d'un parc éolien de 520 millions d'euros et 500 MW à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Même si cela paraissait imprudent, la Russie pouvait simplement changer de cible et attaquer le site avec ses drones et missiles. Les installations d'énergie verte sont souvent bien plus difficiles à détruire que les installations classiques. Devoir détruire plusieurs éoliennes réparties sur de vastes espaces, par exemple, est bien plus difficile que de viser une seule centrale à charbon, même lorsque les éoliennes sont frappées par des drones. Les réparations sont souvent rapides, selon Alexandre Chelychev, directeur général des énergies renouvelables chez DTEC. Par nature, l'énergie éolienne est plus résiliente. On peut tout détruire, mais l'éolien plus décentralisé est plus facile à sécuriser. De nombreuses éoliennes ont déjà été construites, et d'autres seront installées en 2026. DTEC prévoit également de construire un parc éolien encore plus grand de 650 MW, qui, combiné au projet d'Odessa, représenterait plus d'1 gigawatt d'énergie, soit plus de la moitié de l'objectif fixé par le gouvernement. Ce type d'amélioration énergétique est impératif pour que l'Ukraine continue de défier les probabilités et de résister à l'agression incessante de la Russie. En 2021,
La capacité totale de production du pays s'élevait à 218 gigawatts. En 2025, elle était tombée à 17 gigawatts à cause de l'occupation de ces territoires et de la destruction de ces infrastructures. D'après le ministre de l'Infrastructure, Alexei Kouliba, 15 à 17 gigawatts suffiraient pour assurer chauffage et électricité au pays. Tout chiffre en dessous pourrait entraîner de grandes coupures de courant. Heureusement, les parcs éoliens et les batteries de secours ne sont pas les seuls atouts de Kiev. L'Ukraine a aussi déplacé environ 1 gigawatt de sa capacité de production vers de petites unités renforcées, difficiles à localiser et détruire pour les Russes. De nombreux magasins, bureaux, écoles et autres, dans tout le pays, ont installé des générateurs de secours pour assurer éclairage et alimentation électrique, même dans les pires situations. Près de 10 000 de ces lieux servent de centre de chauffage durant les mois les plus froids. Ainsi, si les gens perdent le chauffage, ils peuvent aller dans un espace communautaire proche pour se réchauffer avec leur famille. Le temps dira si les mesures de précaution et les actions défensives de l'Ukraine seront suffisantes pour aider le pays à faire face à l'assaut imminent des essaims de drones russes et des salves de missiles. Il est clair que Kiev fait tout pour se préparer à toute éventualité. Si la deuxième partie du plan réussit, il ne faudra pas résister longtemps à ce genre d'attaque. Parce que si la première partie du plan de victoire de l'Ukraine est purement défensive, axée sur la résistance aux attaques et la survie de sa population et de ses infrastructures, la deuxième partie concerne entièrement l'attaque. Parce qu'aucun pays ne peut gagner une guerre simplement en défendant son territoire. Il faut riposter. Et l'Ukraine a bel et bien maîtrisé l'art de la riposte. Au début de la guerre, elle a dû concentrer ses efforts et ressources sur la défense de ses territoires, sans pouvoir faire grand-chose d'autre. Ce n'est qu'avec le temps, et après la stabilisation de nombreux segments du front que l'Ukraine a eu le temps, l'espace et l'occasion de lancer des contre-attaques dévastatrices contre les Russes. Les frappes de drones en profondeur de l'Ukraine ont porté coup sur coup, anéantissant les armes et systèmes de défense russes, éliminant d'énormes stocks de munitions et de ravitaillement. Et, peut-être plus important encore, en paralysant l'industrie pétrolière du pays, réduisant la capacité de production et déclenchant une crise du carburant sans précédent. Constatant l'efficacité de cette stratégie, l'Ukraine souhaite naturellement la poursuivre et l'intensifier. Elle développe son industrie des drones dans des directions passionnantes, recrutant de plus en plus de personnes de tous horizons, pour contribuer à la cause. Dans de grandes usines et entrepôts à travers le pays, de nombreuses personnes jouent à leur rôle. Ils réalisent diverses tâches, de la fabrication de panneaux électriques à l'assemblage de composants et au contrôle qualité avant l'envoi du dernier lot de drones. C'est une industrie qui n'existait même pas il y a peu de temps. Lorsque la guerre a commencé, l'Ukraine ne disposait pas de vastes armées de drones, ni de start-up militaires visionnaires, cherchant à intégrer des technologies d'intelligence artificielle pour aider les quadricoptères à échapper aux défenses aériennes ennemies. Aujourd'hui, l'Ukraine, berceau des drones, en fabrique chaque année des millions de toutes tailles et formes. Des drones leurres bon marché conçus simplement pour tromper et saturer les systèmes ennemis, jusqu'aux drones maritimes de pointe équipés d'une puissance de feu suffisante pour abattre des avions ennemis. À l'image du révolutionnaire Magura 7 concepteur, ingénieur et tacticien ukrainien, repousse les limites de la guerre des drones, innovant sans cesse et développant de nouvelles méthodes pour utiliser leur armée de drones en constante évolution. Beaucoup sont déployés sur le front, freinant les avancées russes. Ils doivent avancer vers une quelconque victoire, même dans les territoires disputés qu'ils pensaient pouvoir capturer assez facilement. D'autres drones ont été envoyés en mer, éliminant les navires russes le long de la côte de la mer Noire. Cependant, les drones les plus importants sont ceux envoyés par l'Ukraine au-delà de ses frontières, profondément en Russie, en frappant tout, des bases militaires et des aérodromes aux raffineries de pétrole et aux oléoducs. Beaucoup en Ukraine estiment que c'est la clé de la victoire, la meilleure et la plus intelligente des stratégies, peut-être même la seule stratégie viable pour gagner la guerre une bonne fois pour toutes. Et cela montre à quel point ce conflit est dynamique et différent par rapport à tant d'autres qui l'ont précédé. Beaucoup de guerres conventionnelles tournent autour des lignes de front. C'est là que se déroulent presque tous les combats. C'est là que des territoires sont perdus et gagnés, que les victoires sont célébrées et que les défaites sont pleurées.
C'est là que des percées et avancées naissent, que des bastions se renforcent ou tombent, et que l'élan change de camp. Ce n'est pas le cas en Ukraine. Dans cette guerre, les lignes de front se sont rapidement transformées en une impasse, où les deux camps ont sans cesse peiné à réaliser des avancées majeures. Les statistiques le confirment. Depuis fin 2022, la Russie a revendiqué moins de 1% du territoire ukrainien. Ses troupes progressent à un rythme d'escargot. La prise complète des 4 territoires visés par Vladimir Poutine, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, pourrait encore durer plusieurs années. Il faudrait des décennies, voire des siècles selon certains, pour que la Russie contrôle toute l'Ukraine à son rythme actuel. De toute évidence, bien que les lignes de front soient d'une grande importance dans ce conflit, elles ne seront pas le facteur décisif. Ce n'est pas là que cette guerre sera gagnée ou perdue. Au lieu de cela, le conflit se résumera presque inévitablement à savoir quel camp pourra se permettre de le poursuivre le plus longtemps. Cela dépendra de la pression économique et politique accumulée des deux côtés. L'Ukraine doit donc causer un maximum de problèmes à la Russie, et ce, rapidement, pour augmenter ses niveaux de pression et traîner Poutine à la table des négociations une bonne fois pour toutes. Pour réussir, l'Ukraine doit simplement poursuivre ses actions actuelles. Au cours de l'année 2025, trouver et identifier les actifs les plus importants et précieux dans les régions russes, puis soit les endommager, soit les effacer complètement de la carte. Grâce à des drones et missiles plus puissants, de nombreuses entreprises de la défense ukrainienne poursuivent cet objectif. Firepoint, par exemple, est une entreprise ukrainienne spécialisée dans l'armement pour les attaques à longue portée. Comme des drones capables de parcourir des distances extraordinaires d'environ 1400 km, soit 870 miles, et de rester en vol jusqu'à 7 heures avant de frapper leur cible, ce sont le genre d'armes dont l'Ukraine a besoin non seulement pour viser les aérodromes et les raffineries dans les territoires occupés et les régions russes les plus proches de ses frontières, comme Bryansk et Koursk, mais aussi pour frapper beaucoup plus loin, au cœur même de la Russie, dans ses régions centrales, et même jusqu'à ses territoires de l'Extrême-Orient. Firepoint a fait les gros titres en 2025 en dévoilant l'un des ajouts les plus puissants à l'arsenal ukrainien. Le missile de croisière Flamingo, capable de frapper des cibles à environ 1860 miles, soit 3000 km de distance. Les missiles Flamingo placent de nombreuses cibles russes à portée, donnant aux commandants de Kiev de nouvelles options à explorer. Firepoint travaille également sur des missiles balistiques, du type capable de voyager à des vitesses hypersoniques pour échapper facilement aux défenses aériennes ennemies et frapper des cibles, avant même que les Russes n'aient le temps de penser à formuler une réponse. De nombreuses autres entreprises, comme celle-ci, œuvrent jour et nuit pour concevoir des drones à plus longue portée, des missiles plus rapides et d'autres systèmes capables d'améliorer considérablement les capacités offensives de l'Ukraine. En conséquence de toutes ces nouvelles technologies passionnantes et de ces capacités en constante expansion, le nombre d'attaques à l'intérieur de la Russie n'a cessé d'augmenter, mois après mois. La gravité de ces frappes a aussi augmenté, avec des armes plus puissantes visant non seulement à causer des dégâts mineurs aux usines et oléoducs russes. Cela pourrait prendre des semaines à réparer, mais laisse une destruction totale et un carnage. Un officier a récemment révélé dans une interview avec The Atlantic que les unités de drones longue portée de l'Ukraine mènent désormais des dizaines d'attaques contre la Russie chaque nuit. Naturellement, elles ne réussissent pas toutes, mais beaucoup y parviennent, et les effets collectifs se font voir et sentir partout à travers les vastes terres de la Russie. Il a fallu du temps pour que cela se produise. Après les premières frappes de drones ukrainiens sur les raffineries de pétrole et les installations de stockage de carburant, par exemple, il n'y a pas eu de chaos économique immédiat dont la Russie devait s'inquiéter. Au fil des attaques, leurs effets se sont intensifiés, provoquant la crise du carburant évoquée plus tôt. De plus, il y a souvent des reportages et des publications sur Telegram provenant des autorités ukrainiennes à la direction principale du renseignement, partageant des détails sur les dernières attaques. Ce n'est pas le cas pour toutes. Les forces ukrainiennes savent quand partager des informations et quand les retenir. Ils reconnaissent rarement avoir frappé en Russie et ne publient pas de rapports détaillés sur toutes leurs attaques. Beaucoup ont également lieu dans des endroits reculés et obscurs, loin des centres urbains et des populations civiles. Personne n'est là pour filmer les incendies et explosions avec son smartphone et les partager en ligne. Les autorités russes, elles aussi, déploient beaucoup d'efforts pour dissimuler de telles frappes et minimiser tout rapport de dégâts ou de destruction.
autant envers leur population qu'à l'international. Mais ce n'est pas parce qu'on n'entend pas parler de ces attaques qu'elles n'ont pas lieu. Et les forces armées ukrainiennes font tout leur possible pour surveiller de près chaque cible, évaluer les dégâts de leurs attaques et tirer des leçons à appliquer lors de futures frappes. Ils s'efforcent constamment d'améliorer la létalité de leurs assauts aériens et de tirer le meilleur parti de chaque ressource à leur disposition. Contrairement à la Russie, qui ne semble jamais tirer de leçons de ses erreurs et persiste plutôt à utiliser les mêmes tactiques éculées encore et encore, subissant au passage des pertes catastrophiques. Ceci n'est qu'une des façons dont l'Ukraine prend l'avantage dans le conflit. Alors que la Russie gaspille ses ressources et répète obstinément les erreurs du passé, l'Ukraine ne se contente jamais de moins que l'excellence. Ses commandants et agents du renseignement affinent constamment leur stratégie et recherchent de nouvelles cibles prioritaires, des aéroports et usines d'armement jusqu'aux dépôts, et bien plus encore, afin de frapper le Kremlin là où ça fait le plus mal, l'économie. Comme l'a expliqué un officier ukrainien à l'Atlantique, la Russie peut supporter des niveaux extrêmement élevés de pertes et de victimes humaines. Ils ne se soucient pas de la vie des gens. Cependant, perdre de l'argent leur fait mal, donc naturellement, nous devons réduire la quantité d'argent à leur disposition. C'est vraiment aussi simple que cela. Si l'Ukraine peut frapper suffisamment d'infrastructures russes de valeur, le coût devrait finir par dépasser le contrôle du Kremlin. C'est pourquoi l'industrie pétrolière est une cible prisée des drones ukrainiens. C'est pourquoi les forces ukrainiennes cherchent à détruire les défenses aériennes ennemies, comme radars et systèmes de missiles. Les drones disposent ainsi d'un accès facilité et de trajectoires dégagées vers leurs cibles. C'est une stratégie qui fonctionne déjà, et la liste des cibles s'allonge de jour en jour. Rien qu'entre août et octobre 2025, 16 raffineries russes ont été frappées par des drones. Cela inclut des installations dans plusieurs villes, dont Samara, Volgograd, Sotchi et Ryazan. Des stations de pompage, oléoducs et terminaux pétroliers ont été mis hors service, entraînant une chute record des exportations de pétrole russe. Les Russes, particuliers ou entreprises, manquent aussi de carburant. Le Kremlin s'affole, interdit l'exportation de produits pétroliers raffinés, et les stations-service ferment partout. Imaginez maintenant à quel point la situation pourrait empirer si des drones et des missiles ukrainiens plus puissants bombardaient encore davantage de raffineries et d'autres infrastructures russes. Lorsque même des endroits situés à des centaines de kilomètres ne sont plus sûrs, lorsque les dégâts infligés sont encore plus importants qu'auparavant, pour aggraver la situation de la Russie et améliorer celle de l'Ukraine, de nombreux alliés européens soutiennent cette stratégie. L'Allemagne a promis plus de 10 milliards de soutien à l'Ukraine, dont une grande partie sera utilisée pour la fabrication de drones, et la Suède a également promis 74 milliards. Le projet Drone Alliance de l'Union européenne, doté de 7 milliards, bénéficiera aussi à l'Ukraine, car plus de drones et de systèmes de défense seront créés et déployés à l'est de l'Europe. L'Ukraine et l'Europe s'allient aussi pour attaquer la flotte fantôme russe, composée de pétroliers, qui continuent de contourner les sanctions et de détourner les règles, transportant du pétrole illicite vers des pays du monde entier. La Suède, l'Allemagne et le Danemark ont annoncé des mesures pour contrôler plus strictement l'identité de ces navires et sanctionner les contrevenants. Cela nuira à l'industrie pétrolière russe et à son économie, rendant les attaques de Kiev contre les infrastructures ennemies encore plus dévastatrices. Comme le note Zelensky, les sanctions les plus efficaces, celles qui fonctionnent le plus rapidement, sont les incendies dans les raffineries de pétrole russe, ces terminaux, ces dépôts de pétrole, le renforcement de ses défenses sur son territoire et l'intensification de ses attaques en Russie. L'Ukraine prend toutes les bonnes décisions non seulement pour retirer l'élan à son ennemi, mais aussi pour faire elle-même de grands pas vers l'obtention de quelque chose qui aurait semblé impossible il y a seulement quelques années. Victoire maintenant. Regardez cette vidéo pour en apprendre plus sur les récents succès de l'Ukraine, et voir comment les drones de Kiev visent désormais les sous-stations et réseaux électriques, coupant l'alimentation des industries du Kremlin. Ou, pour avoir une idée encore plus claire de la gravité de la situation russe, regardez cette vidéo qui explique comment un responsable du Kremlin a évoqué 5 crises potentielles menaçant son pays dans les prochains mois, dont le risque de troubles politiques généralisés ou de guerre civile. Et enfin,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'actualités militaires de dernière minute et de rapports détaillés sur les champs de bataille de la guerre Russie-Ukraine et d'autres conflits importants dans le monde.